Instagram, cette plateforme qui a révolutionné la photographie. Mais cette révolution a-t-elle un prix ? Aujourd'hui, on va réfléchir ensemble à une question essentielle. Instagram est-il en train de tuer la photographie ? Spoiler alerte, le sujet est loin d'être facile à traiter. Au début, je voulais que cette vidéo soit un peu légère et humoristique, et plus mon travail de recherche et plus le script avançait, plus je me suis rendu compte que... tu vas voir. Allez, on commence avec un petit peu d'histoire. En 2010, l'année de lancement d'Instagram, un smartphone, ça ressemblait à ça. Niveau caractéristiques techniques, photos, c'était pas super ouf. L'iPhone 4, par exemple, produisait des photos de 5 mégapixels et des vidéos en ultra pas HD du tout de 720p. Déjà, à cette époque, on avait pris l'habitude de tout shooter avec nos téléphones mobiles, que ce soit les exploits artistiques du petit dernier, ce que l'on avait mangé à midi, ou pire encore, les tentatives de composition hasardeuse de Tonton Nanar, l'artiste incompris de la famille. On était bel et bien embarqué dans l'ère de la phonéographie, ou la généralisation de l'utilisation de nos téléphones à des fins photographiques. Bref, on shootait tout et n'importe quoi, et à peine prises, les photos étaient oubliées dans les abîmes de nos téléphones. C'est fort de ce constat que Mike Krieger et Kevin Systrom ont lancé le 6 octobre 2010 Instagram. Kevin, passionné par la photographie, avait même été président du club photo de son lycée. Leur idée était de développer une solution permettant à tout un chacun de partager ses photos. Le nom Instagram vient d'ailleurs de l'association de Insta pour Instant Camera, appareil photo instantané, et de Gram pour Telegram. Et on peut dire que c'est une putain de bonne idée, puisque le jour du lancement, c'est pas moins de 25 000 téléchargements au compteur, 200 000 la première semaine, et le premier million est atteint en 3 mois à peine. Pour info, on est actuellement en petit comité d'environ 2 milliards d'utilisateurs réguliers sur la plateforme. Ok, mais pourquoi un tel succès ? Kevin répond que c'est grâce à l'universalité du langage de l'image. Il n'a pas tort, loin s'en faut, mais c'est sans compter sur leur idée de génie d'avoir ajouté 11 filtres à l'application. Aujourd'hui, ça paraît presque anecdotique, mais il y a 14 ans, c'était juste dingue. Le format carré des débuts et l'utilisation de ces filtres ont permis à chaque utilisateur de sauver des images relativement banales et les transformer en images plutôt sexy. On s'est alors pris pour des photographes et on a commencé à partager nos instants de vie au monde entier. Cette application a fait de certains de vrais storytellers dès les débuts et a créé de réelles carrières. Encore aujourd'hui, cette application permet de découvrir des talents artistiques incroyables. Que ce soit évidemment en photographie, mais aussi dans tous les univers artistiques. Mais, parce que oui, il y a forcément un mais, cela a engendré forcément quelques dérives avec un impact très fort sur la photographie. Alors les filtres, c'est cool, oui, mais rapidement les photos se sont standardisées, uniformisées. Des tendances ont commencé à émerger. Certains créateurs à forte visibilité ont d'une certaine manière, et sans forcément le vouloir, commencé à créer le style Instagram. Le format carré des débuts et l'utilisation des mêmes filtres... Merde. Le stress. Elle était où ? Le format carré des débuts et l'utilisation des mêmes filtres ont uniformisé le contenu partagé sur la plateforme. On voit bien que l'aspect lomographie était assez tendance, par exemple, ou encore l'aspect un peu polaroid. Évidemment, l'importance de la composition ou la quête de la lumière parfaite, c'est nettement moins important quand tu appliques un bon gros filtre bien baveux sur une photo prise au téléphone. Bref, tout se passe à merveille pour Instagram qui continue de grossir et grossir, alimenté toujours plus jour après jour par du contenu créé par des gens qui commencent, pour certains, à avoir une belle audience et donc une visibilité qui intéresse tous ceux qui ont des trucs à vendre. On reviendra évidemment sur cette dimension commerciale plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, pense à t'abonner à mon Insta. Bah ouais, on n'est plus en 2012, puis je suis pas une contradiction près quoi. Tout ça pour dire que l'utilisateur commence à avoir des habitudes de consommation de contenu addictives. On s'attache à des créateurs, on commence même à leur trouver un nom adapté, les Instagrammeurs. On prend plaisir à suivre les aventures plus ou moins palpitantes de ces nouveaux héros du net. À l'époque, le feed Instagram est basé sur la chronologie. De fait, publier régulièrement a son importance dans la visibilité et l'audience du créateur de contenu. Cela engendre forcément une forme de surexposition quotidienne. Nos pouces commencent à sacrément se muscler si l'on ne veut rien louper des nouvelles publications. Et vu que l'on follow de plus en plus de monde, forcément notre temps d'utilisation de la plateforme explose, créant donc une forme de course à la consommation frénétique d'images. Et c'est justement le but recherché par Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui a racheté Instagram pour $1 milliard en 2012. 1 milliard.
Le business commence donc gentiment à se développer sur la plateforme, ça roule plutôt bien pour tout le monde, les marques s'insèrent gentiment dans la matrice. La petite Kevina, qui a commencé par faire des tutos maquillage à 15 ans dans sa chambre, elle grandit, tout comme son audience et le nombre d'utilisateurs d'Insta dans le monde. Les fonctionnalités de l'application évoluent aussi. En 2016 apparaissent les Stories, concept de vidéos et photos éphémères qui n'a absolument rien à voir avec Snapchat, aucun rapport. C'est aussi cette année-là que prend fin le feed chronologique, au profit de l'arrivée de l'algorithme. C'est lui qui fait que des vidéos de chats qui se prennent des murs ont environ 100 000 fois plus de succès que la photo que tu as mis 10 ans à préparer et réfléchir. Et ouais. Mais Kevina, elle s'est acheté une belle lampe circulaire et elle commence à comprendre que les likes qu'elle reçoit sur ses publications sont une forme de validation et d'encouragement. Elle en arrive même à juger la qualité de ce qu'elle fait au nombre de likes qu'elle reçoit. La course aux likes et aux followers s'est enclenchée. Pour Kevina et ses copines, c'est sûrement leur première exposition à des substances chimiques addictives. Quoi ? Bah ouais, elles sont droguées à la dopamine. En effet, cette substance chimique que sécrète notre corps a un rôle prépondérant dans le cycle de la récompense. Lorsque nous effectuons une action satisfaisante, notre cerveau reçoit un shoot de plaisir, la dopamine. C'est aussi ce qui crée la motivation et l'envie de recommencer. Ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'il se produit lorsque l'on consomme des substances addictives illicites. Kevina, elle kiffe recevoir des likes. Boum, dopamine. Ses followers adorent scotcher leur téléphone et donner des likes à Kevina. Boum, dopamine. Les marques adorent le potentiel marketing de Kevina et lui envoient des produits gratuitement. Kevina surkiffe. Boum, dopamine, dopamine, dopamine. Rien de bien méchant là-dedans finalement. Kevina, même si elle n'est pas la première de sa classe, apprend différents métiers. Elle crée des idées originales qu'elle met en images, donc elle acquiert des compétences en photo et vidéo. Elle publie tout ça, donc elle apprend aussi à rédiger du contenu, le copywriting. Elle commence à avoir aussi une casquette d'égérie de marque, de commercial, enfin bref, de chef d'entreprise. D'une certaine manière, et c'est très personnel, mais je pense que Kevina sera un jour susceptible d'embaucher la première de sa classe. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, c'est un peu touchy et sûrement sujet à débat. Sauf que toute cette dopamine, ça crée beaucoup de contenu visuel. Toute cette dopamine, ce marketing, ces Kevina, ont fait que l'application a beaucoup évolué. En bien ou en mal, je vous laisse en juger, toujours est-il qu'en 2018, les deux cofondateurs démissionnent suite à un conflit avec Mark Zuckerberg. 2 ans plus tard arrivent les Reels, les réels quoi. Et ils n'ont absolument rien à voir avec TikTok, non. Mais non, mais rien à voir. Il est désormais possible de publier des vidéos courtes, pas du tout comme sur TikTok donc. Et ça se met à danser partout sur Insta, toujours rien à voir avec TikTok. Tout ceci est fort distrayant et plaisant, mais Kevina et ses copines, pour continuer à exister comme avant sur ce réseau social, sont obligées de faire toujours plus. Le maquillage ne suffit plus car l'algo en a décidé autrement. Il a faim l'algo, il veut de la chair fraîche, du sang et des larmes. Bref, il faut que ça percute et que l'on scrolle sans fin jusqu'au tréfonds du net et de l'esprit humain. Ne surtout jamais lâcher le téléphone et le feed des réels. Des meufs à poil, c'est ce que l'algo préfère, mais attention, faut pas voir un téton. Cacher ce sein que je ne saurais voir. J'exagère ? T'es sûr ? À l'époque où la nudité est souvent liée à la vulgarité, les photographes de nu se voient censurés pour des photos qui mettent pourtant en valeur le corps, qu'il soit féminin, masculin, non-genré, maigre, gros, vieux, fripé ou même mutilé. Alors que pendant ce temps, l'industrie du botox, des implants, du porno et même de la traite humaine se développe. Sans jamais montrer un téton évidemment. Entre février et mai 2020, Mediapart a analysé 1737 publications et 2400 photos. Le résultat est sans appel puisque les photos présentant des personnes dénudées sont davantage mises en avant par l'algorithme. La journaliste Judith Duportail évoque même une forme de prime à la nudité. Ok, c'est cool, on se rince l'œil, ça fait de mal à personne. Sauf que Kevina et ses copines veulent toujours plus de likes, la faute à la dopamine encore. Du coup, elles commencent aussi à sortir un peu de la niche maquillage. Les corps se dénudent, on n'a plus grand chose à cacher et une certaine forme de beauté s'impose. Les mecs doivent être musclés et souvent torse nu pour poser sur les terrasses de villas luxueuses en Asie ou à Dubaï. Les nanas sont minces, grandes avec des gros boobs de préférence. Elles posent allongées sur la féfé du sugar padré. Tout ceci est fake, ou presque. De la bagnole à la villa en passant par les nichons évidemment. Mais ça, Kevina, elle le sait, mais c'est plus fort qu'elle car l'esprit humain est fait ainsi. Il a besoin de se comparer pour se situer dans une hiérarchie sociale.
Comment se situer objectivement quand depuis tout petit on est biberonné aux contenus qui font rêver, au corps parfait et au montage photo? En 2017, une étude scientifique conclut même qu'Instagram est le pire réseau social d'un point de vue santé mentale, devant Twitter et ses cargos de haters. Forcément, tout ce fake engendre une déformation de la réalité pour les plus jeunes et les plus fragiles. Un jeune Français de 24 ans s'est récemment suicidé après une grève de barbe foirée en Turquie. Je ne connais pas le fond de l'histoire et je ne veux pas préjuger de quoi que ce soit, mais les graines sont plantées dans les esprits. Il faut un physique comme sur Instagram. On pourrait croire que je m'écarte du sujet initial, mais non. Sur quels éléments se basent ces faux semblants et ces comparaisons? Sur des images. Qu'elles soient mobiles ou fixes, ce sont des images et elles sont consommées massivement sur Instagram. Et nous sommes également en tant que photographes dans cette course à la dopamine. Il est important de se rendre compte que nous sommes aussi des Kevina. J'avoue avoir commencé à tomber dans la dépendance à Instagram lorsque j'ai repris la photo il y a maintenant 2 ans. Je me disais que pour exister en tant que photographe sur le retour, je devais absolument exister sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram. Je me suis abonné à Peter McKinnon et tous les grands photographes du net. Plus je scrollais frénétiquement et plus je constatais que la photographie de paysage avait changé. Tout avait changé en fait. On traitait maintenant les photos sur Lightroom et non plus sur Photoshop. J'ai aussi découvert les presets. Et j'ai assez vite fait le lien entre ce que je voyais sur la plateforme et les nouvelles manières de traiter les photos. Là aussi, l'uniformisation avait fait ses ravages. On commence à suivre des mecs inspirants, à force de poncer leur contenu, on habitue notre œil à cette forme d'esthétisme, à ces compositions, à ces paysages même. On rêve tous d'aller faire des photos en Islande, mais on y reviendra tout à l'heure sur ce point. Bref, en résumé, on suit des mecs qui suivent les mêmes mecs, se copient et qui shootent tous les mêmes spots. Les mêmes spots, les mêmes cadrages, les mêmes traitements en post-production, les mêmes mises en scène ne peuvent donner autre chose que des photos très similaires les unes des autres. Le délire est même poussé jusqu'à avoir quasiment la même photo de profil en ciré jaune devant la célèbre cascade islandaise Skogafoss en arrière-plan. Un petit génie a même ouvert un compte Instagram, InstaRepeat, qui dénonce par l'image ce genre de déclin artistique. Bon, ça fait de mal à personne à part la créativité peut-être. Sauf que tout ce petit monde qui se presse sur les mêmes spots et souvent à la même période, forcément ça engendre une forme de tourisme de masse aux conséquences délétères bien réelles sur la faune, la flore et les habitants locaux. En effet, les spots dits instagrammables sont pris d'assaut par des drogués à la dopamine qui vont même pour certains jusqu'à choisir leur destination de vacances avec pour seul critère leur instagrammabilité. Il y en a même certains qui arrivent à se tuer accidentellement en voulant faire une photo Instagram trop près d'une falaise ou trop près d'un autre truc que l'on cherche habituellement à fuir. On en arrive à faire la queue pendant des heures pour avoir la photo que 15 000 autres gus ont de toute façon fait quelques jours avant. C'est ubuesque. Mais pire encore, pour avoir une belle photo au milieu des coquelicots, comme tout le monde, ces mous du bulbe se donnent tous rendez-vous sur un spot malheureusement connu en Californie lors du Super Bloom, la super éclosion de pavots. C'est magnifique effectivement, ça mérite bien qu'on aille tous y piétiner par milliers tous en chœur en dansant sur TikTok et en posant comme des cagoles dans les champs en robe et talons. Ça tend un petit peu, hein? Mais oui, mais des exemples comme celui-ci, il y en a pourtant par centaines. Mais finalement, ce ne sont pas les seuls encéphalogrammes plats du net. Nous aussi! Il n'y a qu'à nous regarder la bave aux lèvres scotchée à l'écran de nos smartphones quand on compulse du contenu sur les réseaux sociaux. À croire que le prochain stade d'évolution de l'être humain, c'est de remplacer le pouce par la roue, de manière à scroller plus efficacement et plus rapidement. Imagine le délire. À tel point qu'on se demande si on a vraiment le temps de voir ce qui passe sous nos yeux. Il y a encore pas si longtemps, on regardait les photos dans les albums, on prenait le temps de se replonger dans nos souvenirs, d'analyser les cadrages et compositions quand il s'agissait de photos à dimension artistique. Désormais, la durée de visualisation d'une photo sur Instagram ne doit pas dépasser quelques secondes, et la durée de vie moyenne d'une publication, c'est à peine 21 heures. Le temps d'attention est en chute libre, notre temps de cerveau disponible ne doit surtout pas être consacré à réfléchir, mais à consommer. Mais voilà, la photo, c'est un moyen d'expression. Ça ne peut pas se réduire à un produit de consommation ou un support de communication. C'est un art, mais avant tout c'est un moyen d'expression. Certains s'expriment aisément avec des mots, d'autres avec le dessin ou la peinture, certains avec leur corps et de manière universelle avec la danse. La musique a également une dimension universelle et dépasse tout ce que les mots peuvent dire. En écrivant ces lignes, je me suis demandé qu'est-ce qui était arrivé en premier, l'art ou le langage. J'ai effectué quelques recherches et en fait rien n'est bien clair. Car il faut pouvoir définir ce qu'est le langage et ce qu'est l'art. Il n'est tout simplement pas impossible du tout que les deux aient évolué ensemble,
que l'art ait été support pour enrichir le langage alors primitif et quasiment monosyllabique. Je trouve ça dingue. D'une certaine manière, cela pourrait étayer scientifiquement le postulat que l'art serait donc une forme de langage à part entière. Comment diable pourrions-nous alors apprécier une quelconque forme d'art en scrollant frénétiquement sur un écran si petit pour un si grand enjeu? Serions-nous en train de régresser? Si l'art et le langage ont évolué de concert aux origines, et que l'on observe actuellement un recul artistique, ou en tout cas un temps de cerveau disponible tellement réduit que l'art n'y trouve plus sa place, alors pourrions-nous conclure que le langage est lui-même en train de s'appauvrir? Si le langage et l'art s'appauvrissent, alors les idées ne passent plus comme elles devraient, n'est-ce pas? Cela pourrait logiquement conduire à la montée de la violence, au recul de l'esprit critique, la disparition du second degré, de l'humour, etc. Bref, on n'est pas sorti du bois. Mais Instagram et l'art, une coexistence est-elle possible? Ça pourrait presque être le titre d'une vidéo à part entière, non? Tout n'est peut-être pas si sombre que cela. En effet, de nombreux artistes ont percé sur les réseaux et vivent désormais de leur art grâce à la visibilité qu'ils ont pu obtenir. Hasard ou pas, peu importe, tant qu'au final les choses vont sur une forme de démocratisation de l'art. Et je vais développer évidemment ce concept d'ici quelques secondes, mais comment ne pas profiter de cette opportunité incroyable et de cette transition presque fluide pour ne pas faire un brin d'auto-promotion. Et oui, les fêtes arrivent et tu ne sais pas quoi offrir. Tu as le choix entre passer 4 heures dans cette galerie marchande bondée à te demander ce qui plaira le plus entre ce coffret de tisane et thé du monde ou ce truc en plastique dont tout le monde ignore ce que c'est, ou alors tu peux aussi offrir un beau tirage photo sur papier fine art, encadré ou pas, au format de ton choix. Bref, c'est hyper personnalisable et au-delà du produit en lui-même, tu participes directement à la réalisation d'un rêve. Le mien si tu décides d'acheter un de mes tirages, mais c'est pas obligatoire, tu peux aussi considérer d'autres photographes. On est assez nombreux à essayer de vivre de ce truc. Je préfère évidemment que ce soit moi, alors n'hésite pas à me contacter. Un site internet est en projet, mais pour le moment, les photos sont visibles sur mon Instagram et tu peux aussi me contacter en privé sur Instagram. Et oui, parce que c'est aussi ce qu'offre cette plateforme que l'on adore détester, qui m'a tellement fait me poser des questions au point d'y consacrer cette vidéo. N'empêche que c'est un outil, juste un outil, mais il est super puissant pour créer du lien, faire de superbes découvertes et permettre à des gens de vivre leurs rêves, rien que ça. Côté utilisateur comme côté créateur, Instagram est une forme de forum, de lieu d'échange et de rencontre. C'est un outil génial, mais comme une pelle n'est pas l'outil le plus adapté pour tailler un arbre, il s'agit sûrement d'utiliser l'outil Instagram en conscience et lutter contre cette irrépressible dépendance à la dopamine. Kevina, d'ailleurs, après sa cure de désintox, a fini par créer pour elle, et ne cherche plus une forme de reconnaissance dans les likes qu'elle reçoit. Elle a même trouvé son style et son univers et refuse certains partenariats avec des marques peu scrupuleuses. Elle en a même fait sa force et a finalement gagné en reconnaissance. Elle a dépassé le stade de la créatrice de contenu, elle est devenue artiste maquilleur et son style a été apprécié par des personnes influentes au cinéma. Elle poste beaucoup moins sur les réseaux, elle ne vit plus pour l'algo, elle l'a juste ignoré, et a commencé à créer pour une audience, pour sa communauté, mais avant tout pour elle. Alors oui, Insta peut tuer la photo, l'art en général ou pas. En fait, Instagram, c'est quoi? C'est juste nous, le reflet de nos modes de consommation actuels, le symptôme d'une maladie dont nous souffrons sûrement en majorité. Cette maladie qui nous pousse sans cesse à vouloir aller au plus vite, toujours plus vite, rattraper le temps irrémédiablement perdu. On a toujours quelque chose de super important à faire. Il faut produire, ne pas être en retard, courir après le temps, tout le temps, scroller, vite de préférence. Qu'importe ce que l'on entreaperçoit à peine du moment que l'on s'est goinfré de contenu. Sauf que l'on a le choix de ralentir. L'art nécessite une forme de lenteur. Un tableau ne se peint pas en 10 secondes. Il est le fruit d'un processus extrêmement complexe et long qui a pris naissance dans l'esprit d'un individu qui a un besoin viscéral de s'exprimer. Il ne le fait juste pas avec des mots, mais ce qu'il a à dire mérite sûrement que l'on prenne le temps de l'écouter. Je prendrai le temps de répondre comme d'habitude à chaque commentaire. Merci pour votre fidélité. Ciao.